Dans l'épisode 3, on a parlé de créer la première version de son produit. Alors effectivement, tout l'enjeu de la première version, ça va être de vraiment régler le problème qu'on a identifié chez les utilisateurs. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, il y a une vraie question qui est comment on s'assure que c'est vraiment le cas. Et pour ça, il faut observer le comportement de tes utilisateurs. La première idée que j'ai envie de te faire passer, c'est que une fois que ton produit est créé, tu fais de la science. Créer un produit, c'est un processus, c'est pas un one shot. Tu vois, je parle de première version du produit depuis le départ, je parle du processus de création, du cycle de vie d'un produit, parce qu'en fait, créer un produit, c'est jamais fini. Tu sais, c'est la fameuse, c'est un peu une blague chez nous, chez Coup d'État, où on raconte que il y a toujours nos parents qui nous disent ouais, mais est-ce que quand vous aurez fini le site, t'auras plus de travail. Et en fait, le site, il est jamais fini parce que c'est une constante amélioration et c'est une constante méthode scientifique pour comprendre ce qui marche pas et améliorer ce qui marche pas et augmenter ce qui marche bien. Si on dit qu'on va faire de la science, j'ai envie de m'attarder un tout petit peu sur ce qu'est la méthode scientifique, fondamentalement. La méthode scientifique, elle se compose de 4 étapes. Ça va être l'observation. D'abord, on observe, on rassemble un maximum de données pour pouvoir agir ensuite. Une fois qu'on a toutes ces données, on va émettre des hypothèses sur pourquoi ces données ressemblent à ça et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme raison pour laquelle ces données sont comme elles sont. Ensuite, on va faire une expérimentation qui va nous permettre de valider ou non cette hypothèse. Et puis ensuite, on recommence. On va observer de nouveau, et puis on va de nouveau émettre des hypothèses, et puis on va de nouveau expérimenter, oui, non, et puis de nouveau observer, etc., etc. Ça te permet en fait d'avoir un cycle infini qui te permet de te rapprocher de plus en plus de la vérité. Et dans le cas de la création d'un produit, ça va te permettre de te rapprocher de plus en plus d'un produit que les gens kiffent vraiment. Dans cet épisode, l'objectif c'est de parler uniquement de la première étape de cette méthode scientifique qui est l'observation. Parce que sans observer, tu peux imaginer énormément de choses qui se passent pas forcément dans la vraie vie et c'est très facile de se perdre et de commencer à vouloir améliorer ton produit dans tous les sens et même si ta première version est sortie, d'essayer de tomber dans un cycle infini où tu t'en sors jamais. Pour bien observer le comportement de ses utilisateurs, la première étape, et ça c'est dans 100% des business, ça va être de parler en fait aux gens qui sont tes clients, aux gens qui utilisent ton produit. Peu importe ton produit en fait, que ce soit un SaaS, que ce soit une culotte ou que ce soit un smartphone, il faut parler aux gens, genre tout le temps. J'insisterai jamais assez sur la valeur que ça a de parler à tes utilisateurs. Demande-leur ce qu'ils aiment dans ton produit, demande-leur ce qu'ils aiment moins. Ils vont pas forcément être honnêtes, mais déjà la question qu'est-ce que tu aimes dans le produit, elle est différente de est-ce que tu aimes cette fonctionnalité-là. Parce que du coup, tu ouvres le champ des possibles pour la personne à qui tu parles et tu lui permets de te dire je préfère cette partie-là du produit pour voir comment tu peux orienter le truc. Donc demande-leur du feedback direct sur ce qu'ils en pensent, mais c'est pas là où tu vas tirer le plus de valeur. Là où tu vas tirer le plus de valeur, c'est surtout dans le contexte qui entoure l'utilisation de ton produit. Demande-leur à quelles occasions ils l'utilisent. Demande-leur quand, demande-leur où, demande-leur comment. Parce que vraiment, genre, c'est hyper important. Nous, par exemple, c'est comme ça qu'on a créé les podcasts Coup d'État. Genre, quand je parlais aux utilisateurs de Coup d'État au départ, tout le monde m'a dit, moi, j'écoute Coup d'État quand je fais la vaisselle, j'écoute Coup d'État quand je suis en me mettant dans mon canapé le soir, quand je rentre d'une journée de boulot, je me craque une bière et je regarde Coup d'État. J'ai des gens qui m'ont dit, j'écoute en voiture, etc. On a créé les podcasts Coup d'État parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de gens qui écoutaient certaines de nos conférences que de gens qui les regardaient. Juste ça, comprendre le contexte dans lequel les gens utilisent ton produit, ça a une valeur gigantesque pour toi. Genre c'est vraiment important. Un truc qui est vraiment intéressant pour toi aussi, c'est de comprendre pourquoi ton produit leur est utile. Le mieux pour ça, c'est de reparler de la problématique que tu avais identifiée au départ, de t'assurer qu'elle existe toujours et que les gens ont toujours le problème et de voir en quoi ta solution les a aidés. Et en fait, en comprenant en quoi ta solution les aide, tu vas pouvoir détecter les points
qui sont vraiment intéressants et qui ont vraiment apporté de la valeur émotionnelle aux gens si tu arrives à faire en sorte qu'ils se livrent un minimum. Et en fait, quand tu parles à tes utilisateurs, c'est vraiment important, comme à la première phase d'observation, de creuser toujours plus, de demander pourquoi. À chaque fois que tu as l'opportunité de demander pourquoi, il faut le faire. Ça te permet de creuser toujours plus en profondeur dans ce que les gens aiment bien dans ton produit, dans la compréhension de l'usage que les gens font de ton produit. Il faut poser beaucoup de questions. Et encore une fois, les techniques de en quoi, dans quelle mesure, etc. fonctionnent très bien. Une autre petite technique que j'aime bien, c'est de répéter la fin de la phrase. Où les gens vont me dire « Ah oui, dans ton produit, j'aime bien tel aspect ». Et toi, tu peux répéter la fin de la phrase. Tel aspect ? Ah ouais, mais parce qu'en fait, ce truc-là est vraiment important, parce que ça me permet de régler tel problème. Tel problème ? Ah ouais, mais parce qu'en fait, machin. Et en fait, en creusant comme ça, en niveau, tu vas arriver à des points qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment profonds chez les gens. Et c'est sur ces points de friction que tu vas pouvoir construire des axes d'amélioration pour ton produit. Un dernier truc que tu peux faire quand tu parles à tes utilisateurs, c'est observer leur comportement directement avec le produit. Par exemple, si tu as un site web, tu peux essayer de regarder comment ils s'en servent quand ils sont en live. Et il y a une erreur à surtout éviter quand tu fais ce genre d'exercice-là où tu essayes d'observer le comportement des gens vis-à-vis de ton produit, c'est d'intervenir. Et en fait, c'est normal. Genre toi, t'es le créateur du produit ou t'es la créatrice du produit. T'es dans une situation où tu vois quelqu'un en face de toi qui utilise ce que tu as créé, donc tu le connais parfaitement, vu que c'est toi qui as créé tous les rouages, tu sais comment ça fonctionne dans le fond. Et tu te retrouves face à des gens qui, dans la plupart des cas, comprennent pas comment ça marche, sont un peu frustrés, mais ils seront toujours moins frustrés que toi. J'ai vécu ça l'autre jour. Genre, il y a un mec que je suis un petit peu qui vient et qui me présente en fait un produit physique qu'il a créé, qui est une sorte de point relais qui permet aux gens de se connecter dessus quand on est en événement et qui en fait permet d'afficher des choses sur une télé. Et donc les gens peuvent envoyer des contenus sur la télé et ça fait une sorte d'écran participatif. Le produit est bien. Franchement, le produit est bien. Il est très complexe parce qu'il est destiné à des gens qui sont professionnels et qui donc ont besoin de beaucoup de fonctionnalités différentes, etc. Il pourrait objectivement être un peu moins complexe, mais c'est pas ça qui était dérangeant. C'est qu'en fait, j'ai commencé à prendre en main son outil. Franchement, j'ai trouvé ça cool. Et il était tout le temps au-dessus de mon dos à essayer de cliquer à ma place, de me montrer, de dire « Ah mais oui, mais là en fait tu trouves pas, donc c'est là ». Et en fait, je pense vraiment que c'est une erreur. Déjà parce que moi, ça me frustre et que ça m'empêche de jouer avec son truc qui était un très bon produit. Et en plus, parce que lui, il rate une opportunité énorme d'apprendre quel est mon rapport à son produit. Et en fait, toi, quand tu veux faire tester ton produit à des gens et à des utilisateurs et que tu veux observer leur comportement, surtout, il faut pas intervenir. Genre, c'est vraiment important de rester en retrait, de juste observer de loin, de ranger tes frustrations parce qu'il y en a toujours beaucoup quand tu regardes quelqu'un se servir d'un site que tu as créé toi-même ou d'un produit de manière générale. Et puis de juste observer et de te dire, OK, si là, il ou elle galère, je dois pouvoir améliorer quelque chose. Et être tout le temps en constante quête de l'amélioration de ton produit par l'observation. L'observation par le fait de parler à ses users et d'être directement en contact avec eux, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien pour les produits physiques parce qu'en fait, t'as pas tellement d'autres choix pour mesurer et pour observer le comportement de tes utilisateurs. Par contre, quand tu es une tech, ça devient vraiment intéressant. Quand tu es une tech, tu vas avoir accès à des outils qui sont encore plus performants dans l'observation, qui sont tous les outils de mesure, de métriques, de KPIs, etc. Tout ça, c'est un peu le pouvoir magique de la tech qui fait que des boîtes comme Facebook ont pu grossir aussi vite qu'elles ont grossi parce qu'elles sont pas seulement en train de créer des produits que les gens aiment par observation à l'œil nu et au parler. Elles créent grâce à de la data et elles peuvent accumuler des masses gigantesques d'observations grâce à des outils surperformants. Si tu as un produit physique ou que tu n'as pas de tech, tu peux quand même monitorer tous les aspects qui sont en ligne. Donc par exemple, si tu as un Shopify, tu vas pouvoir monitorer beaucoup de choses. Si tu as un site, un e-commerce, tu vas pouvoir monitorer tout le parcours des gens avant leur achat. C'est intéressant, ça te permet moins d'itérer sur le produit en lui-même. Mais c'est quand même utile de savoir se servir de ce genre de techno. Je pense en 2019, ça te donne un avantage qui est vraiment considérable. Mais du coup, il y a deux questions par rapport à ça.
La première, c'est qu'est-ce qu'on mesure? Et la deuxième, c'est comment? Et je vais tâcher de répondre à ces deux questions-là dans cet épisode. C'est une partie qui peut paraître un peu indigeste, mais qui en fait est pas si complexe que ça si tu connais les bons outils et que tu cherches pas à tout apprendre dans l'intégralité, mais que tu commences par quelque part. Le premier truc à comprendre, c'est que tu as un objectif. L'objectif, c'est de mesurer toutes les métriques. Donc les métriques, c'est vraiment l'ensemble des chiffres de ton business, quoi. Toutes les métriques qui ont de la valeur pour ta boîte, qui vont faire en sorte que ta boîte grandisse. Genre, c'est vraiment le truc de base. Le risque, qui est contraire à ça, c'est de tout traquer. Si tu commences à tout mesurer, à tout monitorer et à avoir des chiffres sur tout ce qui se passe sur ton site, y compris les choses qui apportent pas de croissance à ta boîte, tu te plantes. Déjà parce que ça va te coûter cher en utilisation d'outils, parce que ces outils sont des outils qui coûtent cher. Et en plus de ça, ça va t'empêcher d'avoir une vision claire sur ce qui est important pour ta boîte et tu vas te mélanger les pinceaux dans tous les sens et c'est très compliqué. Par exemple, nous, chez Coup d'État, les métriques qu'on regarde le plus, c'est combien de gens se sont inscrits sur le site par semaine, c'est combien ont marqué une vidéo comme vue et combien de gens ont acheté les formations payantes qu'on propose. Grosso modo, c'est ce qu'on appelle des KPI, donc des Key Performance Indicators, qui sont vraiment les métriques clés pour ton business et qui ont une vraie valeur si tu les suis. Une bonne manière de se représenter la réflexion qu'il faut avoir par rapport à toutes ces métriques, c'est de connaître le funnel ARR. Donc le funnel ARR, c'est AARRR. Et c'est un funnel en fait de conversion qui reprend tout le parcours de tes utilisateurs à partir du moment où ils entendent parler de toi jusqu'au moment où ils dépensent de l'argent dans ton business. Le funnel ARR, il se décompose comme ça. La première étape, c'est acquisition. Donc c'est toutes les choses que tu peux mettre en place et tous les canaux par lesquels les gens sont amenés à visiter ton site ou ton logiciel ou n'importe quoi pour la première fois. C'est comment tu fais pour les acquérir. La deuxième étape du funnel ARR, c'est activation. Donc c'est vraiment une fois qu'ils sont sur ton site, qu'ils ont visité ta landing page ou des choses comme ça, combien d'entre eux se sont inscrits et sont devenus actifs. Et là, on tombe dans une notion qui est assez importante quand on parle de logiciels et de software de manière générale, qui est la notion d'utilisateur actif. Un utilisateur actif, ça se définit pour chaque business. Par exemple, chez Coup d'État, notre utilisateur actif, c'est quelqu'un qui regarde une vidéo jusqu'au bout. Mais donc du coup, il faut définir ce qu'est un utilisateur actif pour toi et ensuite monitorer le nombre de gens qui ont été activés à partir du nombre de gens qui étaient dans l'acquisition. La troisième étape du funnel, c'est la rétention. Une fois que les gens sont activés, il faut se poser la question de est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils rachètent? Est-ce qu'ils refont des actions qui font d'eux des utilisateurs actifs? Et il faut te poser les questions de quelles métriques je peux suivre pour faire en sorte de savoir si les gens reviennent utiliser mon produit de manière régulière. Ça, c'est la rétention. Ensuite, tu as l'avant-dernière étape qui est le referral, où en fait, c'est vraiment est-ce que les gens parlent de moi? Est-ce qu'il y a du bouche à oreille qui se crée? Est-ce qu'il y a des partages sur les réseaux sociaux qui sont faits? Est-ce que le produit est suffisamment bon pour que les gens aient envie de parler de moi à leur entourage et que donc tu crées une croissance organique? Et donc la dernière étape, c'est le revenu. C'est est-ce que les gens sont prêts à payer pour ce que je propose et à quel point ça convertit. Et en fait, ce qui est intéressant de regarder à travers ce funnel, c'est toutes les métriques qui vont te montrer quelle quantité de gens passent d'une étape du funnel à une autre. Et vraiment, si tu arrives à avoir cette logique-là, tu sais quoi traquer, tu sais quoi regarder comme métriques. Et une règle simple, c'est de partir du principe que plus la métrique que tu observes est basse dans le funnel, donc plus elle se rapproche du revenu, plus elle est importante. C'est toujours plus efficace d'augmenter un taux de conversion entre acquisition et activation que d'augmenter le nombre de gens qui vont rentrer par le haut du funnel, toujours. Donc ça, c'est pour savoir ce qu'on observe. L'intérêt de tout ça, c'est vraiment d'avoir des données quantitatives quant au comportement de tes users pour pouvoir comprendre vraiment ce qu'ils font à l'intérieur de ton produit. Maintenant qu'on a parlé de tout ça et qu'on a fait beaucoup de théories sur ce qu'on devait traquer et ce qu'on devait mettre en place comme métrique, le mieux c'est de faire de la pratique.
Et je vais vous montrer les outils qu'on utilise chez Coup d'État. Pour moi, il y a vraiment peu d'outils qui sont performants et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en connaître beaucoup plus. Encore une fois, il y aura des alternatives. Vous pourrez trouver tout ce que vous voulez comme alternative en fouillant sur Google. Je vais vous présenter les 2 outils qui me paraissent les plus efficaces pour traquer tout le comportement des utilisateurs, qui sont Mixpanel et Hotjar. Et dans ces trucs-là, on va voir qu'il y a très peu de fonctions à connaître pour pouvoir commencer à utiliser et à traquer vraiment le comportement des users. Mon but, c'est pas de te montrer comment fonctionne Mixpanel de manière exhaustive. Mon but, c'est vraiment de montrer comment fonctionnent les trucs de base qui vont être utiles pour traquer les métriques fondamentales de ton business. Après, tu peux creuser beaucoup plus. Il y a énormément de docs, il y a énormément d'articles. Si tu commences à prendre des plans payants, la team de Mixpanel peut t'aider. Il y a une Mixpanel Academy. Enfin, c'est un outil qui est très complexe et qui peut faire peur quand on veut le prendre en main. Mais en fait, il n'y a pas tant de fonctions que ça qui sont vraiment essentielles et on va essayer de voir ces fonctions-là. Avant toute chose, le premier truc à comprendre avec Mixpanel, c'est que ça s'installe dans une application. Donc, même si tu es non-codeur et que tu travailles avec un dev ou avec une dev ou voilà, c'est utile de comprendre comment ça fonctionne. Mixpanel, en gros, c'est une sorte de grosse librairie de code qui va s'intégrer dans ton application et qui va te permettre d'appeler des nouvelles fonctions qui vont ensuite se greffer à un dashboard et à un outil externe qui est Mixpanel, du coup, dans lequel tu vas avoir des graphiques qui vont se créer, etc. Donc, à la base, il faut installer Mixpanel et ensuite, il va falloir traquer ce qu'on appelle des events. Pour traquer des events, en fait, ça marche comme ça. Ici, avec cet exemple-là, on voit que c'est en JavaScript, donc c'est un des langages que tu peux utiliser avec Mixpanel. Si tu vois le code comme une succession d'actions ordonnées à l'ordinateur, tu peux imaginer qu'à chaque fois qu'une action est demandée par le code, tu peux y associer un événement, un event que tu vas envoyer. Pour comprendre ce qu'est un event, le mieux c'est de prendre un exemple concret. Ici, dans la documentation de Mixpanel, ils prennent un exemple avec un event qui va s'appeler Song Played. Donc on peut partir du principe que par exemple, on est sur un logiciel d'écoute de musique, genre Spotify, Apple Music, des trucs comme ça, et où en gros, on veut à chaque fois que l'utilisateur va écouter une chanson, on veut envoyer un événement à Mixpanel qui va informer Mixpanel du fait que l'utilisateur ait joué une chanson. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un bout de code qui est exécuté quand l'utilisateur appuie sur play par exemple, en plus de lancer la chanson qui est le comportement normal de l'application, on va envoyer un event à Mixpanel qui dit là l'utilisateur il a joué la chanson. Ici ce qui est intéressant c'est de voir en fait que à la fois dans l'événement il y a un titre, donc tu vois tu vas appeler ça avec une fonction qui s'appelle mixpanel.track, peu importe. Ce qui est important c'est qu'ici il y a le nom de l'événement qu'on envoie à Mixpanel qui s'appelle Song Played. En plus d'envoyer l'information à Mixpanel au moment où l'utilisateur clique sur play pour jouer la chanson, on va pouvoir lui passer ce qu'on appelle des paramètres. Donc les paramètres, ici il y en a 2, c'est Song Artist, en l'occurrence ici c'est The Rolling Stones, et Song Title, et ici c'est Gimme Shelter. En gros, ça te permet d'envoyer à Mixpanel non seulement que l'utilisateur a joué une chanson, mais en plus de dire quelle chanson. Et tu vas pouvoir envoyer autant de paramètres que tu veux à Mixpanel pour pouvoir ensuite utiliser ces données-là pour en faire des graphes différents et pour pouvoir comprendre quantitativement comment ça se passe en fait en termes d'utilisation sur ton application. Donc ça c'est pour les événements, c'est pour les events de Mixpanel, on va les appeler comme ça maintenant. L'idée c'est que en plus des events dans Mixpanel, il y a une deuxième catégorie de données que tu peux envoyer qu'on appelle la catégorie People. Ça veut dire que à la fois tu peux envoyer à Mixpanel l'information que quelqu'un a fait une action, mais tu peux aussi envoyer à Mixpanel l'information que quelqu'un a modifié son profil. Ici, on le voit dans la documentation de Mixpanel. On voit qu'il y a un bout de code qui s'appelle Mixpanel Identify qui permet de retrouver quel utilisateur c'est pas très important. Par contre, on voit qu'ici il y a une fonction qui s'appelle mixpanel.people.set et où tu peux lui assigner un first name, ici c'est Joe, et un favorite music genre, ici c'est rock. Ce qui est important avec ça, c'est que par exemple, tu vas pouvoir envoyer un event qui dit il a joué une chanson, et en même temps, juste dans la foulée, tu vas pouvoir envoyer une modification du profil de cette personne où tu vas augmenter de 1 le nombre de fois où il a joué une chanson. Ça te permet à la fois d'avoir l'ensemble des actions qui ont été effectuées par tes utilisateurs à grande échelle,
Mais ça te permet aussi de savoir pour une personne en particulier combien de fois elle a joué une chanson. Ça te permet de savoir d'où elle vient. Tu peux envoyer vraiment toutes les infos que tu veux dans Mixpanel. Avec ces deux trucs-là, tu as compris comment fonctionnait Mixpanel de manière générale. Tu envoies des events, tu envoies des informations sur le profil de la personne et Mixpanel va te construire tout un tas d'outils qui vont te permettre d'analyser ces données de la meilleure manière. Donc, maintenant qu'on a compris comment fonctionnait Mixpanel de manière globale, allons dans Mixpanel. Pour moi, sur Mixpanel, il y a 3 fonctions qui sont vraiment intéressantes et vraiment utiles au départ quand on veut prendre en main l'outil et quand on veut commencer à traquer des choses intéressantes pour comprendre le comportement de ses utilisateurs. Tout ce qu'ils vont appeler les insights. Donc les insights, c'est vraiment la variation du nombre d'occurrences d'un événement dans le temps. Il va y avoir tout ce qui est funnel, donc tous les tunnels de conversion que tu vas pouvoir observer et les pertes que tu vas avoir dans les parcours d'utilisateurs que tu veux mettre en place. Et le dernier truc, c'est les observations de rétention. Ça, pour moi, c'est vraiment utile parce que ça te permet de monitorer combien de gens utilisent ton service dans le temps et c'est la partie rétention de ton funnel A en fait. Donc on va essayer de voir ces trucs-là et en plus de ces 3 fonctions-là, on va parler des profils utilisateurs et de comment tu peux regarder le comportement de tous les gens qui utilisent ton app à travers leur profil et comment tu peux stocker des informations sur eux. Donc d'abord, on commence par les insights. Les insights, ça te permet de dresser des graphes à partir des événements que tu as envoyés. Donc par exemple, sur Coup d'État, on va avoir un premier event qui est Signed Up. Signed Up, c'est tous les gens qui se sont inscrits sur la plateforme Coup d'État. Si on regarde ici donc le nombre de Sign Up dans les derniers 30 jours, on voit qu'on en a eu 2900. Ici, ce graphe-là est intéressant, mais tu peux commencer à le modifier. Tu vas pouvoir à la fois le faire en barre comme il est ici, mais tu vas pouvoir le modéliser en ligne, donc voir à travers le temps combien il y a eu de gens. Donc tu vois, là on voit que le jeudi 7 mars, il y a eu 236 personnes qui se sont inscrites. Et tu peux changer ce graphique-là pour dire je veux pas le voir au jour le jour, je veux le voir semaine après semaine par exemple. Et donc là on voit que semaine après semaine, on a eu 643 personnes, puis 603, puis 641, puis 861. Et il y a des prédictions qui sont faites dans le futur. Ça c'est vraiment intéressant parce que ça te permet de voir pour un événement aussi important que le sign-up, quelle est l'évolution dans le temps. Ce qui est aussi intéressant, c'est que tu vas pouvoir filtrer ces événements-là avec des propriétés que tu as envoyées dans l'événement. Donc si ici j'ajoute un filtre et que je vais filtrer avec une propriété. Un truc qui est intéressant, c'est que du coup, tu vas pouvoir vraiment faire le découpage de la manière dont les gens ont enclenché cet événement-là. Là, par exemple, sur le sign-up sur Coup d'État, on a 2 manières de s'inscrire aujourd'hui. Il y a la première manière qui est la page d'accueil, le flot d'inscription classique que tout le monde voit. Donc aller sur coupdeta.co et faire je m'inscris et ensuite s'inscrire avec Facebook ou s'inscrire avec Google. La deuxième manière de s'inscrire, elle va être à travers un épisode. Donc si par exemple quelqu'un t'envoie un épisode de Coup d'État mais que tu n'es pas encore inscrit ou que tu n'es pas connecté à la plateforme, tu vas avoir une page spéciale qui en fait reprend des extraits de la vidéo avec marqué content de te revoir. Les gens peuvent s'inscrire par cette page-là. Et nous, dans Mixpanel, quand la personne s'inscrit, on va différencier le fait qu'elle se soit inscrite soit par la page d'accueil, soit par une page comme celle-là, parce que ça nous permet en fait de connaître les performances de ces pages-là en fait et de par épisode si les trailers qu'on fait pour cette page-là sont performants ou pas. Ça nous permet de prendre des décisions sur comment agencer cette page, etc. Donc, une fois qu'on revient sur Mixpanel, en fait, on va avoir une fonction dans l'interface de Mixpanel qui permet de faire le découpage de ces différentes sources d'inscription. Et en l'occurrence, nous, on va le faire par épisode. Donc, ça va nous permettre de voir par épisode combien ça nous a rapporté d'inscrits. Donc ici, si on clique sur le petit plus à côté de Signed Up et qu'on dit qu'on veut faire le breakdown entre toutes les sources qu'on a, hop, on va faire source. Et ici, on voit que sur les 30 derniers jours, en fonction de la source, le nombre de sign-up est réparti comme suit. On a 1500 personnes qui se sont inscrites sur le site par le flow classique, donc vraiment par la page d'accueil, sans passer par une des pages comme je t'ai montré. Ça fait 51,88% des gens qui se sont inscrits sur les 30 derniers jours.
c'est intéressant. Et ensuite, on voit qu'il y a 305 personnes, encore une fois sur les 30 derniers jours, qui sont inscrites à travers l'épisode 8. L'épisode 8, c'est l'épisode de Pierre, de Flat, sur comment orchestrer la croissance de 0 à 1 million d'utilisateurs. Et on voit que ça nous a rapporté 305 personnes qui sont inscrites. Pareil, Coup d'État X, saison 1, épisode 7, 6,16% des gens se sont inscrits à travers cet épisode-là. 180 personnes. Et comme ça, on peut aller jusqu'à tous les épisodes. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de voir quels sont les épisodes qui nous rapportent le plus d'inscrits et de pouvoir choisir sur lesquels on va agir. L'intérêt d'améliorer la page et le trailer de saison 1, épisode 4, il est plutôt faible comparé à changer le trailer de Pierre pour essayer d'augmenter les performances et essayer de voir comment on peut faire pour qu'il y ait de plus en plus d'inscrits à travers cet épisode-là. Pour bien insister là-dessus, le mieux c'est que je vous montre encore un autre exemple qui est que ici, en plus de la source, donc de l'épisode à travers lequel les gens peuvent s'inscrire, on va traquer le provider qui est-ce que les gens s'inscrivent avec Facebook, avec Google ou avec leur email. Et ici, on voit que c'est plutôt bien réparti. Donc là, on a un graphique en barre, mais comme je vous montrais tout à l'heure, hop, on peut le modifier pour en faire un graphique en camembert. Donc ici, voilà, on voit que 29% des gens s'inscrivent avec leur adresse mail, que 37,87% des gens s'inscrivent avec Google et que le reste s'inscrit avec Facebook. Et en fait, ça te permet de comprendre est-ce que c'est intéressant de garder l'email, de faire la répartition. Ici, il n'y a pas grand-chose à apprendre de cette donnée-là parce qu'elle est assez bien répartie et ça prouve qu'il faut probablement laisser les trois. Mais en tout cas, ça te donne une idée de ce que tu peux créer comme graphique dans Mixpanel à partir des événements que tu as envoyés. Parce que je rappelle que ce graphique-là, il est construit à partir d'un événement qui est envoyé à chaque fois que quelqu'un s'inscrit et on lui transmet des propriétés. Est-ce qu'il s'est inscrit avec Facebook? Est-ce qu'il s'est inscrit à travers un épisode? À quelle date il s'est inscrit? Etc. etc. Donc ça, c'était pour la première partie qui te permet de traquer en fait les événements qui sont envoyés à travers Mixpanel et d'en faire des graphiques. Le deuxième truc dont j'ai parlé, c'est les funnels. Les funnels, c'est un graphe qui est vraiment intéressant parce qu'il te permet de comprendre où est-ce que les gens s'arrêtent dans un parcours que tu as voulu créer pour eux et qui te permet de les faire avancer dans l'expérience de ton produit. Nous, on a plusieurs funnels chez Coup d'État. Le premier funnel qu'on a créé, c'est le funnel d'onboarding. Donc, l'onboarding de Coup d'État, je vais rappeler à quoi il ressemble. Donc, si je fais le flow classique d'inscription sur Coup d'État, que je passe par la page d'accueil. Ok, je m'inscris avec une adresse email, prénom Valentin, nom Richard. Je m'inscris sur Coup d'État. Voilà, il y a une première étape qui est l'explication de ce qu'est Coup d'État, avec une petite case où les gens peuvent choisir de s'abonner à la newsletter. Si les gens continuent, hop, on va avoir une deuxième étape qui est on est ravi de te commencer parmi nous et il y a un type form dans lequel on va poser plein de questions et ça nous permet ensuite nous de collecter des données et de pouvoir savoir quels sont les prochains contenus qu'on va créer pour qui vont intéresser le plus les gens qui s'inscrivent sur Coup d'État de manière générale. Tu peux passer cette étape. Ensuite, il y a l'étape de la contribution. Donc, Coup d'État est gratuit, mais tu peux contribuer. Donc, tu peux choisir un montant de donation à faire par mois. Là, ici, pour les besoins de ce test, je vais continuer en mettant 0 € par mois. Et il y a une dernière étape qui est bienvenue sur Coup d'État, un petit texte d'explication et un bouton qui mène à coupdeta.co, donc la plateforme sur laquelle tu peux découvrir tous les épisodes de toutes les séries qu'on crée. Ce qui m'intéresse moi dans Mixpanel ici, c'est de voir quelle est la progression des utilisateurs au fur et à mesure de ces étapes et de voir combien on en perd en fait à chaque étape. Donc ici on voit dans le funnel que au total on a 3,73% de complétion entre le moment où quelqu'un s'inscrit, donc l'event sign up qui est envoyé à Mixpanel, et le moment où il y a eu un épisode watched, donc quelqu'un a cliqué sur marquer un épisode comme vu. Le truc intéressant dans un funnel aussi, c'est que tu vas pouvoir de la même manière que on l'avait fait pour les événements et pour les insights d'événements, on va pouvoir les décomposer par propriété. Donc par exemple, ici, si on reprend cette histoire de source de tout à l'heure là, et qu'on veut faire le breakdown en fonction des sources, eh ben on voit que pour chaque étape, il y a des valeurs différentes. Pour les gens qui se sont inscrits de manière classique, donc les 1444 personnes qui se sont inscrites, qui ne sont pas passées par un épisode, eh ben voilà, il y en a 826, donc 57,2% qui ont vu la page d'explication. Donc ça montre bien qu'on est au-dessus des 29,5% qu'il y a au total
Pourquoi? Parce que quand on regarde tous les gens qui se sont inscrits à travers Cool Data Talk saison 1 épisode 8, il y en a 0 qui ont vu la page d'explication parce que comme je le disais juste avant, elle n'existe pas dans ce flow-là. Donc voilà, en gros l'idée c'est que tu peux vraiment faire le breakdown en fonction de ces choses-là. Mixpanel fait plein de choses. Tu peux cliquer sur le taux de conversion et voir comment il évolue dans le temps, donc voir si des actions que tu as mises en place ont un impact positif sur le taux de conversion. Là on voit qu'on a mis en place des choses et que le taux est l'impact est positif. Tu peux aussi le faire par semaine. Enfin voilà, ce funnel-là il se construit de manière très simple. Si je veux créer un nouveau funnel ici, je vais l'appeler onboarding. Si je veux recréer le même funnel, exactement, je vais l'appeler onboarding. Et ici, tu peux sélectionner parmi les events que tu envoies à Mixpanel de manière générale, un event et ensuite construire l'ordre de ton funnel. Donc ici, je vais prendre le truc signed up. Mon étape 2 dans mon funnel, ça va être explanation viewed, là, explanation page viewed. Ma troisième étape, c'est typeform page viewed. Etc., etc. Et l'idée, c'est que tu peux construire ton funnel comme ça et à la fin dire il faut que les utilisateurs convertissent sous 30 jours ou sous 10 jours ou sous 20 jours, etc., etc. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, Mixpanel va traquer à travers le funnel tous les gens qui sont passés d'une étape à l'autre, peu importe la temporalité, tant qu'elles sont dans 30 jours. Et donc, ça te permet, toi, d'avoir une vision très précise de qui est avancé dans mon parcours utilisateur que j'ai créé. Donc là, on vient de voir deux choses très importantes qui sont les insights qui te permettent de mesurer la quantité d'events que tu envoies, de faire un breakdown, etc. Et les funnels qui te permettent de voir, en fonction des parcours que tu crées pour tes utilisateurs, de voir qui sont les gens qui suivent ce parcours et qui sont les gens qui le quittent. La troisième fonctionnalité de Mixpanel qui est vraiment utile, c'est la rétention. Un graphe de rétention, des cohortes de rétention, on appelle ça comme ça, ça se lit de cette manière-là. Ça peut paraître un peu complexe, mais ça l'est pas tant que ça et c'est vraiment utile de voir comment ça fonctionne. Nous, ce qui nous intéresse chez CoData, c'est de voir les gens qui regardent un premier épisode et de voir qui revient dans le temps et re-regarde des épisodes. Donc ici, c'est exactement ce que permet Mixpanel. Donc là, on a show me people who did anything, then came back and did it again. Donc là, moi, je veux pas anything, mais je veux episode watched. Donc je veux savoir qui sont les gens qui ont regardé un épisode, sont revenus et ont re-regardé un épisode, etc., etc. Le mieux pour ça, c'est de le faire par semaine. Je pense que c'est un peu plus parlant, c'est quand même un peu plus macro. Et en fait, on va regarder ça sur les 12 dernières semaines. Donc là, on voit que la semaine du 17 décembre, il y a 385 personnes qui sont venues, qui ont regardé un épisode et que moins d'une semaine après avoir regardé leur premier épisode, il y en a 54% qui ont regardé leur deuxième épisode. C'est intéressant, on peut en tirer des conclusions. Une semaine plus tard, il y a 18% des 385 personnes qui sont revenues et qui ont regardé un épisode de nouveau. 2 semaines plus tard, il y a aussi 18%. 3 semaines plus tard, 14,55%. 4 semaines plus tard, 16%. Et on voit qu'au bout de 10 semaines, on n'est plus qu'à 8,83% de gens qui ont regardé un épisode, ce qui est quand même pas en soi mauvais. Et en fait, on peut le faire pour toutes les semaines. Genre les gens qui ont regardé leur premier épisode la semaine du 4 mars, il y en a 709, donc c'est la semaine dernière. Moins d'une semaine après, il y en a 34,56% qui ont regardé leur deuxième épisode. Donc ça nous permet de voir, est-ce que on a des actions à mettre en place pour augmenter ces chiffres-là et que ce tableau-là ait l'air plus bleu foncé. C'est aussi ce truc visuel qui est intéressant dans Mixpanel. Et en fait, regarder les données, ça te permet d'avoir des idées, de te dire, ok, là il y a un problème, il y a une problématique, comment ça se fait que après 4 semaines, on n'a plus que 10% des gens qui regardent de nouveau un épisode, mais que ça remonte en semaine 5, visiblement, comment ça se fait? Et tu te poses la question de savoir comment ça se fait que ces données sont là. Et pour ça, il suffit juste d'envoyer des événements à Mixpanel et d'updater le profil des gens pour pouvoir les traquer. Ça m'amène à mon dernier point sur l'utilisation de Mixpanel, qui est que tu peux regarder par utilisateur ce que tout le monde fait au fur et à mesure. C'est assez intéressant, tu as une liste chronologique de tous les events qui ont été enclenchés par l'utilisateur et donc tu peux suivre son parcours au fur et à mesure du temps. Tu peux le faire individuellement,
Ça te permet de faire du support, ça te permet de voir les gens, si quelqu'un te pose une question sur le fonctionnement de la plateforme, tu peux voir un peu quel parcours il a eu ou elle a eu, enfin, c'est vraiment utile. Donc si on prend par exemple, je vais chercher quelqu'un, first name contains Valentin. Donc je peux trouver mon profil Mixpanel, donc c'est le profil qui a été créé dans Mixpanel au même moment qu'on a créé mon compte sur Codeta. Donc au moment où j'ai créé mon compte sur Codeta, on a envoyé un event à Mixpanel qui a dit j'ai sign up et on a envoyé la création d'un profil qui dit des informations sur moi. On voit qu'il s'est sign up avec Google, on voit qu'il est abonné à la newsletter. Enfin, il y a vraiment plein d'infos qu'on stocke sur l'utilisateur en lui-même dans Mixpanel. Et surtout ici, il y a l'Activity Feed qui en fait nous permet de retracer tous les événements Mixpanel qu'il a enclenchés et qui ont été envoyés à Mixpanel à travers lui. Du coup, si on remonte vraiment tout en bas de sa timeline, on voit que le 13 décembre, il a regardé un épisode. Le 18 décembre, il a regardé un épisode. Le 20 décembre, le 27 décembre, le 3 janvier, le 15 janvier, etc., etc. Je pense que là, avec ces 4 fonctions qu'on vient de voir de Mixpanel, tu as déjà une très bonne approche de tout ce que tu peux faire avec cet outil-là et tu peux commencer à l'utiliser vraiment intelligemment. Maintenant qu'on a vu Mixpanel, il y a un deuxième outil qui est lui beaucoup moins complexe, donc ça va être beaucoup plus rapide, qui s'appelle Hotjar et qui te permet en fait d'observer de manière un peu plus graphique ce que les utilisateurs font. Hotjar, c'est un outil qui est vraiment intéressant parce qu'il te permet d'observer le comportement des utilisateurs, non pas par la donnée, mais par le réel, le concret. Moi, il y a 2 choses qui vont m'intéresser dans Hotjar, et c'est pas les pulls qui vendent, c'est vraiment les heatmaps et les recordings. Les heatmaps, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, tu vas donc pouvoir lancer une heatmap sur une certaine page, et en fait, ça va te dresser la cartographie de comment l'utilisateur visite cette page-là. Donc si on regarde une heatmap de Codeta, qui je pense remonte un petit peu, ici on peut voir qu'en fait il y a un nuage de points qui sont les zones de chaleur où les gens ont cliqué le plus. Et donc c'est vraiment intéressant de voir que là, forcément les gens cliquent sur se connecter, il y a des gens qui cliquent un peu partout sur le texte, il y a des gens qui cliquent sur le bouton je m'inscris, il y a moins de gens qui s'inscrivent en cliquant sur ce bouton-là, hop, on voit qu'il y a des zones où les gens cliquent sur les vidéos, etc., etc. C'est vraiment utile et en fait ça te permet à la fois de voir les clics, mais ça te permet aussi de voir là où les gens ont passé leur souris. Donc là, on voit que les gens passent leur souris quand même pas mal sur la première slide, et puis qu'ils passent sur les vidéos, etc., etc. Et tu peux voir aussi le niveau de scroll dans une heatmap. Donc là, on voit que quasiment 100% des gens ont regardé ce truc-là. Donc plus c'est rouge, et plus ça tend vers le rouge, plus il y a de gens qui ont regardé, et plus ça tend vers le bleu, et moins c'est le cas. Là, on voit que voilà, au fur et à mesure, il y a de moins en moins de gens qui ont scrollé de plus en plus bas, mais ça reste quand même correct. Parce qu'on voit qu'on n'a même pas de bleu foncé comme ici. On voit qu'on est presque dans le vert, on est dans le bleu turquoise sur la fin. Donc on est quand même à un niveau correct de scroll et les gens savent qu'il faut scroller, etc. Encore une fois, ça te permet de prendre des décisions et de tirer des hypothèses sur pourquoi les gens se comportent comme ça. Alors sur une page comme celle-ci, c'est moins intéressant que sur une page de conversion profonde ou de choses comme ça, mais ça te permet de te donner une idée. Ça, c'est vraiment la fonction heatmap de Hotjar. Il faut jouer avec, c'est intéressant, ça te permet de tirer des hypothèses, mais c'est pas la plus intéressante. Pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est les recordings de Hotjar. Ça, c'est vraiment magique pour le coup. Avec les recordings, Hotjar, ça va enregistrer vraiment l'écran de la personne quand elle est sur le site. Alors ça peut paraître un peu creepy, ça peut paraître un peu étonnant, mais en fait c'est très très utile quand il s'agit d'améliorer un produit parce qu'on voit en fait comment les utilisateurs s'en servent vraiment directement, comme si on était derrière eux et qu'on regardait leur écran en fait. Donc là voilà, si tu veux lancer un recording, il suffit de choisir le nombre de recordings. Ici chez Codeta on a un plan payant de Hotjar, donc on peut en enregistrer 2000 à la fois. Tu peux dire que tu veux enregistrer que quand les gens visitent une certaine page ou que avec un trigger JavaScript si jamais tu sais faire ça. Il y a des options de recording. Tu peux choisir d'enregistrer seulement les sessions où les gens ont passé plus de 30 secondes sur ton site, etc. Et tu lances ton recording. Et en fait, ce qui est vraiment ouf, c'est qu'après, Hotjar tourne, va jusqu'aux 2000 recordings que tu lui as proposé ou les 100 recordings que tu lui as demandé. Et tu vas avoir des vidéos vraiment qui te permettent de regarder
comment les gens se sont comportés sur ton produit directement sur ton écran. Et tu peux passer tes soirées à regarder un peu comment les gens naviguent sur le site, etc., etc. Et ça te permet de tirer des conclusions. Genre là, hop, je te montre à quoi ressemble une vidéo. Voilà, donc là on a une session de 146 minutes où les gens sont passés sur la page d'Anyone Can Scale. On voit qu'il scrolle, on voit qu'il est en train de lire le contenu. Et en fait, on observe vraiment et hop, il s'en va, il passe sur une autre page, il clique sur se connecter. Enfin vraiment voilà, et on peut observer le comportement et en fait en regardant beaucoup de vidéos comme celle-là et en suivant un peu le comportement, donc là on voit par exemple, là, un truc qui est intéressant c'est que tous les chiffres sont floutés et qu'en fait il y a vraiment une notion quand même de privacy. Enfin, on ne sait pas qui sont les gens qu'on regarde, etc. Mais ça te permet d'avoir une vision d'ensemble quand on regarde beaucoup, qui te permet en fait de, encore une fois, tirer des hypothèses et de dire ah mais pourquoi il se comporte comme ça, de voir des choses que tu n'aurais forcément pas vues parce que toi tu sais utiliser ton produit, tu sais utiliser ton site et donc c'est très compliqué de faire des hypothèses sur comment les gens utilisent vraiment le site quand ils sont chez eux, sans toi et que tu n'es pas là pour leur mettre un peu la pression d'utiliser le site correctement. C'est ça l'avantage de Hotjar. Maintenant qu'on a vu ces deux outils, donc Mixpanel et Hotjar, Hotjar est sensiblement moins complexe que Mixpanel, c'est clair. Le troisième truc dont je voudrais parler, c'est ce qu'on appelle le NPS. Donc le NPS, en anglais, c'est le Net Promoter Score. Et en fait, c'est un chiffre qui varie de 0 à 10 et qui est la réponse à la question « Est-ce que vous recommanderiez mon produit à quelqu'un d'autre ?» Et en fait, le NPS, il permet de mesurer deux choses de manière assez précise. Est-ce que les gens utilise mon produit dans le temps, genre ça va influer sur ta rétention parce que si les gens te mettent 10 sur 10 à est-ce que vous le recommanderiez, en fait il y a des chances pour qu'ils l'utilisent eux de manière très régulière. Et surtout ça te permet de mesurer ton référal. Ton référal, genre vraiment si les gens te mettent 10, tu sais qu'ils parlent de toi. Très souvent un NPS c'est une question qui se pose dans des questionnaires. Donc là, ici, on va voir comment utiliser Typeform pour créer un NPS, pour demander un NPS. Donc par exemple, tu peux envoyer un questionnaire à toute ta base email, tous les gens qui sont inscrits sur ton produit, et leur poser la question, est-ce que vous recommanderiez mon produit à d'autres gens? Et en fait, ça te permet, toi, d'avoir une info sur la qualité du bouche à oreille que tu as. Donc ici, si je viens créer un nouveau Typeform, je vais l'appeler NPS. Feedback form, tac. Je fais pas de welcome screen ni de thank you screen, mais en tout cas, ils te proposent directement ce qu'ils appellent une opinion scale et qui te permet de poser une question. Donc, à quel point recommanderiez-vous coup d'état à des amis? Et les gens ensuite vont pouvoir voter entre 0 et 10. Et donc, le NPS, tu peux partir du principe que entre 9 et 10, les gens sont des promoteurs. Donc vont parler de ton produit autour de toi, vont générer du bouche à oreille. Entre 7 et 8, c'est des neutres. Donc vraiment, ton produit, ils l'aiment bien, mais c'est pas forcément le truc de leur vie. Et en dessous à partir de 6 et jusqu'à 0, c'est des détracteurs. C'est des gens qui vont parler en mal de ton produit, qui vont trouver ça mauvais et qui vont en parler en mal. Grosso modo, l'objectif de demander ce NPS et d'essayer d'en faire une métrique quantitative, c'est surtout de comprendre que les gens qui mettent 9 et 10, c'est les gens que tu vas écouter pour créer la prochaine version de ton produit, etc. Parce que c'est ceux qui sont amoureux de ton produit et qui ont envie de le voir aller plus loin. Et eux, tu les écoutes et tu fais des hypothèses en fonction de leur comportement à eux. Et tous les autres, les neutres et encore pire, les détracteurs, tu les écoutes pas. Et en fait, tant que tu as un petit noyau de gens qui sont entre 9 et 10 et qui te mettent un NPS à 9 ou à 10, peu importe si tu as 8000 personnes qui trouvent ça nul ce que tu fais, ce qui compte c'est de faire grossir le nombre de gens qui mettent 9 et 10. C'est difficile à faire, mais en tout cas, c'est ça la logique qu'il y a derrière, c'est que tu cherches à avoir un produit dont les gens sont vraiment amoureux et ensuite à faire grossir ce nombre de gens qui sont amoureux. Pour le NPS, il y a plein d'autres outils qui existent. Je pense à Statismeter par exemple. Statismeter qui est un outil qui en fait va être une sorte de petit plugin que tu vas mettre sur ton site et tout le temps en bas du site va y avoir une demande est-ce que vous recommanderiez ce site à vos amis et donc les gens vont pouvoir mettre un NPS un peu tout le temps. Quand tu as toutes ces métriques et qu'elles sont toutes traquées, je pense que c'est vraiment important de se mettre une discipline
et de rassembler ces données-là à un seul endroit et de savoir les communiquer. Parce qu'en fait, quand tu vas avoir une équipe, ça va être hyper important que tout le monde soit conscient de ces données, qu'elles existent, et tu peux pas demander à toute l'équipe de savoir comment marche Mixpanel, comment marche Hotjar, d'avoir le réflexe d'y aller régulièrement, etc. Ce que j'ai fait pour tacler ça chez Coup d'État, c'est qu'en fait j'ai un tableau Excel dans lequel semaine après semaine, je rentre toutes les métriques qui sont importantes du business et ça me permet de voir s'il y en a qui sont importantes à communiquer à l'équipe ou pas. C'est le travail d'un product manager, mais au départ, même si tu es tout seul, même si tu es toute seule à créer ton produit, il faut avoir la discipline de regarder les données régulièrement, surtout au moment des prises de décision. Nous, chez Coup d'État, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, on fait un weekly meeting en début de semaine et on va prendre des décisions. Et pour ça, il nous faut les données absolument et on les rassemble dans un tableau. Et c'est vraiment utile de se mettre ça parce que t'es pas dans l'autocongratulation et le fait que ça grossisse toujours. Évidemment que tes métriques, elles grossissent toujours constamment. La question, c'est combien de nouvelles choses sont arrivées semaine après semaine. Et avec cette discipline-là, en rassemblant ça, en apprenant à les communiquer et en apprenant à tirer des hypothèses de ça, t'as tout pour comprendre ce qui va améliorer ton produit dans le futur. Tout ça, c'est bien. Genre vraiment, ces outils-là pour mesurer le comportement de tes utilisateurs, etc., ils sont hyper performants. Ils coûtent certes un petit peu cher, mais en tout cas, ils sont vraiment efficaces. Mais c'est pas parce que ces outils existent que tu peux pas suivre les métriques de ton produit sans ça. Ces outils sont très performants pour automatiser l'observation, pour la faire en masse, etc. Mais le truc vraiment important et le message que je veux faire passer dans cet épisode, c'est vraiment que quoi qu'il arrive, quels que soient les outils que tu utilises, même si tu n'utilises pas d'outils, c'est important de tenir à jour tout le temps des tableaux de données auxquels tu peux te raccrocher pour prendre des décisions. Parce qu'encore une fois, on fait du business et pas de l'art. Et que là où l'art va faire ce qui lui plaît, le business va faire ce qui plaît au client. Et vraiment, c'est important d'avoir ces données-là constamment. Tu peux avoir juste un Excel dans lequel tu vas rentrer chaque semaine le nombre de ventes que tu as faites. Mais en tout cas, traquer un minimum de KPIs, traquer un minimum de métriques qui vont te permettre de prendre des décisions efficacement, c'est hyper important. Il faut le faire parce que, en fait, toutes ces observations, toute cette accumulation de données que tu vas avoir grâce à ces outils, grâce à un travail intelligent d'observation sur un grand nombre de personnes, elles vont te permettre de faire ce qui est la deuxième étape de la méthode scientifique, qui est émettre des hypothèses. Et en fait, ce cycle-là d'observer, puis d'émettre des hypothèses et d'expérimenter, c'est ce qu'on va appeler ici le feedback loop. Donc vraiment le fait de faire des allers-retours avec tes utilisateurs pour comprendre de quoi ils ont besoin. Et donc une fois que tu as observé leur comportement, que tu leur as parlé, il va y avoir tout un enjeu de détecter les nouveaux problèmes auxquels ils vont faire face maintenant qu'ils ont un peu réglé leurs problèmes avec ton produit et de comprendre comment améliorer constamment ton produit. Et le feedback loop, c'est ce dont on parle dans l'épisode 5.